Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion avec un nouveau résumé de livre, cette fois-ci 10x is easier than 2x de Dan Sullivan et Dr. Benjamin Hardy. Comment viser 10 fois plus de résultats est plus facile que de tenter de doubler ses résultats. C'est un titre qui porte énormément à la curiosité et on va découvrir dans ce résumé ce qu'on a à apprendre. Je m'excuse d'avance, je sors d'un petit rhume, ma voix n'est pas au top, j'espère qu'elle va tenir dans ce résumé. Donc, premièrement, quelle est la différence entre 2x et 10x? De viser comme objectif de faire 2 fois plus qu'avant ou 10 fois plus qu'avant? Premièrement, 2x, c'est un modèle linéaire. Par exemple, pour doubler ses profits, il faut doubler l'effort. Si je veux faire 2 fois plus de vues sur ma chaîne YouTube, je vais faire 2 fois plus de vidéos. C'est tenter d'obtenir plus en maintenant ce que l'on faisait déjà, laisser les résultats du passé dicter ce qu'on doit faire davantage. Même chose dans un business en ligne. Si je veux faire 2 fois plus de profit et que je faisais une nouvelle formation par année, bien là, je vais faire 2 nouvelles formations par année. L'effort est égal au résultat. Si je fais 2 fois plus d'efforts, je vais avoir 2 fois plus de résultats. Et 10x, c'est un modèle qui est non linéaire. Ça semble impossible. Si je te disais, tu dois faire cette année 10 fois plus d'argent que tu n'en as fait l'année passée. Oh, là, ça change tout et ça te force donc à changer complètement ton approche et tes méthodes. Il va falloir que tu fasses moins, mais radicalement mieux. Qualitatif au lieu de quantitatif. Parce que là, on ne peut pas se concentrer sur la quantité. Je ne peux pas dire, je vais faire 10 vidéos par semaine sur YouTube, 10 nouvelles formations par mois, etc. Le modèle linéaire où l'effort est égal au résultat, ça a une limite. Peut-être que tu es capable de faire 2 fois plus, 3 fois plus qu'avant. Il faut faire attention de ne pas tomber en burn-out non plus. Mais 10 fois plus, c'est impossible. Ça nous force à penser de façon différente. Comment est-ce qu'il faudrait que je m'y prenne pour atteindre 10 fois plus de résultats? Si je fais 10 000 € par mois, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir 100 000 € par mois? Si je voulais en avoir 20 000 par mois, donc 2 fois plus, je pourrais dire justement, ah ok, donc je vais faire 2 fois plus de tout, mais 10 fois plus, c'est impossible. Ça nous change de paradigme entièrement. Et faire un bond de 10x, ça change fondamentalement tout. On ne peut plus jamais revenir en arrière. Et quand on y pense, on l'a tous fait plein de fois dans notre vie. Apprendre à marcher. Au début, on rampait ou on n'était même pas capable de bouger. Et là, on marche et on ne revient jamais en arrière. Apprendre à parler ou toute action que tu peux faire automatiquement sans avoir à y penser. Pour moi, je suis un guitariste. Jouer de la guitare, ça va de soi. Je prends une guitare, je sais exactement quoi jouer. Il y a plein de choses que je peux faire et que je ne désapprendrai jamais. C'est comme un bon 10x pour moi. Et donc, on peut appliquer ça aussi à notre vie professionnelle dans nos business. Et souvent, quand on se donne un énorme objectif comme 10x, eh bien, on ne l'atteint pas. Si moi, je faisais 100 000 par année et mon objectif, c'est de faire 1 million cette année et que je travaille seul, il y a des grandes chances que je ne l'atteigne pas. Ce sont les gains obtenus en chemin qui importent. Hein? C'est comme on dit, vise les étoiles et tu n'atteindras peut-être pas les étoiles, mais tu vas peut-être atterrir sur la Lune. C'est pourquoi j'ai mis un petit astronaute sur l'image ici. Et donc, tu n'as pas atteint les étoiles, mais tu t'es quand même rendu sur la Lune. Et si tu visais de te rendre seulement 1 mètre en avant de toi, tu n'atteindrais jamais la Lune. Donc, viser 2 fois plus et terminer avec 1,5 fois plus, c'est quand même bien, mais on peut aussi viser 10 fois plus et terminer avec 5 fois plus. Dans les deux cas, on a manqué l'objectif de moitié. Mais c'est de savoir jusqu'où on vise, ça peut nous amener plus loin que l'on pense. Et tout ça, selon les auteurs, ça passe par la simplification. Puisqu'on ne peut pas atteindre 10 fois en faisant 10 fois plus de ce que l'on faisait déjà, parce que ce n'est pas soutenable, il faut donc identifier le 80 à 90% de ce qu'on doit arrêter de faire. On ne peut pas tout simplement viser 10x, viser 10 fois plus en continuant de faire ce que l'on fait déjà. Il faut redesigner, repenser tout ce qu'on fait. Et c'est de là où vient le principe du 80-20 qui s'appelle aussi le principe de Pareto
En réalité, ce livre, c'est comme un livre sur le 80-20 déguisé avec d'autres mots et tout ça, mais le plus gros de ce livre, c'est à propos de ça. Si tu connais pas la règle des 80-20, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la nature qui fait que 80% des résultats viennent de 20% des efforts et vice-versa. 20% des résultats viennent de 80% des efforts. Donc, on veut identifier quel est le 20% des efforts qui mènent à 80% des résultats et éliminer le 80% des efforts qui mènent seulement à un maigre 20% des résultats. Tout est débalancé comme ça dans la vie et on va se concentrer à garder seulement le 20%, ce qui va nous permettre de viser 10x parce que là, si on garde le 20%, et qu'on trouve alentour de ça un nouveau 80% qui nous amène à beaucoup plus, eh bien là, on peut décupler les résultats en faisant moins d'efforts. Et donc, tout est une question de qualité. Dans le livre, il utilise l'exemple de Jimmy Donaldson, qui est bien connu sous le nom de MrBeast. Quand ils ont écrit le livre, je pense en 2022, MrBeast était très près d'être le plus gros YouTuber de la planète. Et aujourd'hui, il l'est devenu quelques années plus tard après avoir publié ce livre. Et MrBeast, ou Jimmy Donaldson, n'a pas créé 10 fois plus de vidéos par semaine pour atteindre les résultats qu'il a. Il a, au contraire, obsédé sur rendre chaque vidéo, chaque miniature meilleure, obsédé sur la qualité et le fait que cette qualité-là devient exponentielle parce que si quelque chose devient meilleur et qu'on rend cette chose-là meilleure et on rend la chose meilleure encore meilleure, et tu comprends, ainsi de suite. Une des citations dans les livres, c'est de MrBeast lui-même. Il dit « Il faut penser exponentiellement. Si je rends ma vidéo 10% meilleure et que les gens la regardent 10% plus longtemps, je ne ferai pas 1,1 fois plus de visionnement, j'en ferai 4 fois plus ou 10 fois plus. Il faut obséder sur la qualité, pas la quantité. » Et il est absolument clair que si on vise 10 fois 10x, comme ils disent dans le livre, on ne peut pas se concentrer sur la quantité. C'est un jeu auquel on ne gagnera jamais. Il faut se concentrer sur la qualité. Comment est-ce que je peux faire beaucoup moins, mais beaucoup mieux pour obtenir exponentiellement des résultats? Et pour ça, il faut abandonner son identité 2X. Il est très difficile d'abandonner son identité et ses habitudes 2X. On pense qu'on ne peut pas se permettre de perdre 80% de ce que l'on fait. « Ah, mais là, je ne suis pas pour mettre 80% de mes clients à la porte. Je vais trop perdre d'argent. Je ne suis pas pour arrêter 80% de ce que je fais. Il faudrait que je fasse plus de publicité, de réseaux sociaux, de plein d'autres choses qui m'amenaient des résultats avant. Ça serait fou d'abandonner autant. » Et donc, on a peur de tout ce qu'on a à perdre là-dedans. Et cette aversion à la perte, elle se manifeste de plusieurs façons. Premièrement, par continuer d'investir dans quelque chose de non profitable juste parce qu'on y a beaucoup investi déjà, ce qu'on appelle le sunk cost bias. C'est comme, il faut que je me rende jusqu'au bout, j'ai déjà mis tellement d'heures dans ce projet-là. Et au contraire, chaque heure de plus, c'est une heure perdue sur laquelle tu aurais pu investir sur un meilleur projet, sur quelque chose de nouveau qui aurait pu donner à mieux. Et c'est ce qu'on appelle le sunk cost bias. Numéro 2, surévaluer ce qu'on possède, ce à quoi on croit ou ce que l'on a créé parce que c'est à nous. Ce qu'on appelle l'endowment effect en anglais. Donc justement, ça, on le voit souvent, les gens qui accumulent beaucoup de choses dans leur maison parce qu'ils leur donnent une valeur beaucoup plus élevée. Il y a plein de gens dont les parents sont décédés qui doivent un peu trier tout ce qu'ils avaient gardé dans leur maison, qu'ils avaient même gardé pour donner à leurs enfants plus tard et le léguer. Ils seraient surpris de savoir que la plupart de ces choses-là, personne n'en veut. Les enfants qui ont trié tout ça, ils ont dit « J'ai essayé d'aller dans des organismes à but non lucratif, j'ai essayé de le donner à mes amis, j'ai essayé de le donner à des gens dans le besoin. » Personne ne veut ces choses-là. Et donc, ils ont surévalué ce qu'ils possédaient. Et ça peut être la même chose dans nos tâches de travail, dans ce qu'on accomplit dans nos business et dans nos projets personnels. Souvent, on surévalue leur importance. Et le numéro 3, c'est de continuer de faire ce que l'on fait pour se voir soi-même comme quelqu'un de constant, ce qu'on appelle le consistency principle. La constance pour certaines personnes, c'est tellement important qu'ils sont prêts à faire la même chose encore et encore, même si ça ne fonctionne pas assez, même s'ils pourraient mettre leur temps ailleurs dans quelque chose de meilleur, juste pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont constants.
Et donc, ça prend beaucoup de courage pour se défaire de notre identité 2X. Il faut faire évoluer notre identité et élever nos standards. Ça prend de hauts standards pour viser le 10X parce qu'il faut rien de moins que l'excellence. Il faut vraiment se pencher sur la qualité au lieu de la quantité. Donc, si on était habitué à faire un peu plus dans la quantité que la qualité, il faut revoir tous nos standards. Ensuite, il discute de la différence entre vouloir et avoir besoin. Avoir besoin, ça concerne notre sécurité. Il faut constamment se justifier à soi et aux autres aussi pourquoi on a besoin de quelque chose, puisque ça s'opère dans une vision du monde où les ressources sont limitées. Si je fais plus d'argent, c'est que d'autres en font moins. C'est comme ça qu'on voit un peu le monde. Et souvent, disons que je dis, mon objectif, c'est de faire 1 million d'euros par année. Mais là, les gens vont dire, pourquoi 1 million d'euros? T'as pas besoin de ça, t'as besoin de beaucoup moins pour pouvoir vivre une belle vie. Et là, il faut tout le temps justifier pourquoi on veut quelque chose. Vouloir, ça concerne l'abondance et la création. On n'enlève absolument rien à personne dans ce que l'on veut. On va tout simplement le créer pour nous-mêmes. Ça ne requiert aucune justification. Je veux parce que je veux. Point final. Et j'ai jamais entendu personne le dire. Et dans le livre, il le répète très souvent. Je veux parce que je veux. Si ton objectif, c'est de faire 1 million d'euros par année dans ton business en ligne, tu n'as pas besoin de justifier à quiconque ou même pas à toi-même pourquoi est-ce que tu veux ça. C'est tout simplement quelque chose que tu veux. Justifier, c'est une perte de temps et une perte d'énergie aussi. Donc, la seule façon de vivre en mode 10X, c'est d'être en mode vouloir et ne pas justifier pourquoi tu veux ce que tu veux. Ça, c'est très important. Je pense que ça te donne le droit de rêver, le droit de vouloir des choses qui peuvent paraître un peu folles pour certaines personnes. Que tu pourrais te dire, ouais, je sais, ça paraît beaucoup trop fou de vouloir ça, je comprends même pas pourquoi je le veux moi-même. Arrête d'essayer de comprendre. Suis ton intuition. Tu le veux parce que tu le veux. Et là, les auteurs, ils nous donnent le droit. Et ça, je trouve ça merveilleux. Ils font une analogie qui est très intéressante entre l'acheteur et le vendeur. L'acheteur, c'est celui qui doit être convaincu avant d'acheter une idée, un produit, avant même d'engager un employé ou de travailler avec quelqu'un. Et le vendeur, lui, c'est celui qui doit convaincre, qui a absolument besoin de la vente et donc ce n'est pas lui qui est en position de pouvoir. Il a besoin de ce nouveau client, il a besoin de ces profils-là pour sa compagnie. Donc la position de pouvoir est celle de l'acheteur parce que lui, il peut refuser, il peut faire ce qu'il veut et le vendeur, lui, il va négocier pour obtenir ce qu'il a besoin. Et donc la clé, c'est d'être toujours l'acheteur, même lorsque l'on vend. C'est le client lui-même dans le meilleur des mondes qui devrait te convaincre qu'il est le bon fit pour que tu deviennes son coach. Parce que tu n'as pas absolument besoin d'un autre client. Et vu que tu n'as pas besoin d'un autre client, tu dis, c'est tout simplement ça mon prix. Mon horaire est déjà assez rempli. C'est ça mes conditions. Donc, si les conditions ne te plaisent pas ou il y a quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Tu peux tout simplement revenir plus tard ou aller voir un autre coach. Moi, je n'ai pas besoin de ça pour gagner ma vie. Je gagne déjà très bien ma vie. Donc, c'est à toi de me prouver que tu veux mettre le temps, les efforts, l'argent pour être mon client. Et ça, évidemment, c'est dans le meilleur des mondes et ça opère dans une vision 10X. Un autre concept central dans le livre, j'ai écrit la livre, désolé, est celui de l'habileté unique. Pour atteindre un niveau 10X, il faut faire très peu de choses et les faire en se démarquant, en créant quelque chose qui ne peut pas être répliqué. Et cette chose-là qui ne peut pas être répliquée et qui est propre à toi, c'est ton habileté unique. Et il faut, dans le meilleur des mondes, déléguer tout ce qui n'est pas ton habileté unique à d'autres personnes pour pouvoir opérer à ton plus haut niveau de contribution. Si tu n'es pas à ton plus haut niveau de contribution dans ton business en ligne, dans ta compagnie, tu ne peux pas atteindre des résultats 10X parce que tu es dans la minutie, tu es dans les petites tâches que des assistants pourraient faire. Si tu réponds encore à la plupart de tes mails, si tu édites toi-même tes propres contenus, etc., eh bien, tu ne peux pas mettre la plupart de ton temps dans les activités de haut niveau
qui vont rapporter le plus, d'avoir tes meilleures idées breakthrough qui vont t'amener des choses qui vont t'amener au prochain niveau. Et donc, c'est important de mettre le plus de son temps sur son habileté unique. C'est important aussi de se mesurer à nous-mêmes. Plusieurs entrepreneurs vivent dans la frustration constante car ils comparent leurs résultats à des idéaux infranchissables. Ces idéaux-là sont infranchissables parce qu'ils sont comme un horizon. On s'y approche, mais on ne l'atteint jamais parce que l'horizon est toujours hors de portée, peu importe comment on avance. Ça, on en parle dans tellement d'autres livres, l'espèce de drapeau qui recule tout le temps. Plus on fait d'argent, plus on veut en faire. Mon objectif, c'était de faire 100 000 par année. Je l'ai fait. Oh, tout d'un coup, mon objectif, c'est de faire 200 000. Tout d'un coup, mon objectif, c'est de faire 1 million. On n'est jamais satisfait et ça vient un peu avec le côté entrepreneurial qu'on veut tout le temps se pousser à mieux. Et c'est pas nécessairement une mauvaise chose, comme on l'a vu plus tôt. On n'a pas besoin de justifier pourquoi on veut quelque chose. Souvent, on le veut parce qu'on veut se dépasser soi-même. C'est une excellente raison. Mais il faut garder ça en tête que l'horizon n'est jamais atteint. Et ça peut être une source de frustration. Il faut alors se comparer uniquement au soi du passé, jamais à quoi que ce soit d'externe, de prendre conscience de chaque progrès réalisé, de s'arrêter, de dire « Hey, j'ai eu ce progrès-là, pourquoi on ne pourrait pas le célébrer ?» De se rappeler chaque petit progrès qu'on a fait et de ne pas être tout le temps dans un mindset de manque, comme s'il manque quelque chose tout le temps. Pour atteindre la liberté, il faut être dans un monde d'abondance, il faut accepter que c'est correct de ne pas avoir autant de succès que d'autres personnes que l'on regarde à gauche et à droite. On devrait se baser seulement sur nos propres progrès, où on était il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a sûrement une grande différence et ça, il faut l'apprécier. Il est donc crucial de se mesurer à soi-même uniquement parce que opérer en mode 10x tout en se concentrant uniquement sur nos idéaux, c'est un cauchemar de frustration. Tu ne verras aucune valeur à ce que tu fais et tu n'atteindras jamais le sentiment d'avoir vraiment du succès. Et pourtant, du succès, tu vas en avoir tout le temps à travers le chemin. Et donc, j'ai une question pour toi. Quels sont tes derniers progrès 10x? Tout le monde en a. J'ai fait les exemples de on ne savait pas marcher, on a appris à marcher, on a appris à parler. Mais il y en a sûrement plein d'autres dans ta vie que tu n'as pas réalisé. Si tu as un business en ligne en ce moment, même si tu ne fais pas beaucoup d'argent, tu as passé de quelqu'un qui n'est pas entrepreneur à quelqu'un qui l'est. C'est un gros changement d'identité, c'est un gros 10x. Moi, personnellement, je suis un musicien professionnel. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne pourrai jamais m'identifier à un musicien amateur parce que je fais de la tournée depuis 10 ans. J'ai fait des centaines de concerts dans des douzaines de pays. J'ai de bonnes habiletés musicales à plusieurs instruments. Et donc, c'est un 10x. Je ne suis plus un amateur, je suis un professionnel. Etc. Dans ta vie, il y a probablement plein de choses. Moi, dans mon business en ligne, je faisais 1 000 $ par mois et j'en fais maintenant 10 000 par mois. C'est un 10x et ça va continuer. Et donc, c'est important de regarder derrière soi pour dire qu'est-ce que j'ai déjà réussi à accomplir, quel 10x est-ce que j'ai déjà passé à travers pour te prouver à toi-même que tu es encore capable de le faire, te donner la confiance pour le répéter encore et encore et d'être dans un mindset de puisque je l'ai déjà fait, je suis capable de le faire et donc je vais user de la mentalité qu'il faut pour être dans le 10x dans tous mes projets et ce que je souhaite accomplir dans mon business en ligne aussi. Tu peux faire ce qu'il appelle l'exercice du Dream Check, ce qui a été pris de l'acteur canadien Jim Carrey. Tout comme Jim Carrey, il s'était écrit à lui-même un chèque de 10 millions rendu pour service d'acteur. Il s'est donné 5 ans pour pouvoir recevoir le même chèque. Évidemment, pas de lui-même, mais de quelqu'un. Et justement, je crois, 4 ans plus tard, il a reçu un chèque de 10 millions pour le film Dumb and Dumber. Je pense qu'au Québec, c'est L'idiot et la cloche, quelque chose comme ça. Tu as probablement déjà vu ce film-là, ou si tu es trop jeune, tu l'as jamais vu. C'est dans 1994, je crois, ce film-là. J'étais à peine né moi-même. Et c'est donc une belle histoire. Il a cru en lui-même, il a fait les efforts qu'il fallait, le changement de mentalité qu'il fallait. Il a fait la méthode 10x pour pouvoir que ce chèque-là devienne une réalité. Donc, quel genre d'opportunité 10x imaginerais-tu créer pour qu'un futur client te fasse un tel chèque? Prends ce que tu fais en ce moment comme revenu, fais x10
Écris-toi un chèque virtuel à propos de ça. Tu n'es pas obligé de le faire pour de vrai. Et imagine, dans quelques années ou dans quelques mois à peine, qu'est-ce que je pourrais faire pour un client pour qu'il m'écrive réellement un chèque avec ce montant-là? C'est un montant qui fait peur. Tu te dis, je ne recevrai jamais autant d'argent d'une seule personne. Eh bien, si Jim Carrey l'a fait, pourquoi pas toi non plus? Donc, c'est un exercice qui fait bien réfléchir. Ensuite, il y a un chapitre sur la perception du temps que j'ai adoré. Ça va un peu partout dans ce livre-là, je dois avouer. Celui sur la perception du temps est vraiment excellent. Il parle que dans la Grèce antique, il y avait deux sortes de temps. Nous autres, on a un seul temps qui est linéaire. Hein? Bon, il est 9h, il est 10h15. Le temps, c'est un calcul précis pour nous. Mais dans la Grèce antique, il y en avait deux différents. Donc, il y a le chronos, qui est celui qu'on connaît. Il est quantitatif et linéaire. Donc, quand on parle de travailler, ça met l'emphase sur être actif. En anglais, on dit le busyness, être busy, faire beaucoup et mettre de l'effort. Il y a le kairos, qui est qualitatif et non linéaire. C'est un temps qui ne va pas à la même vitesse que le chronos. Et donc, quand on travaille, c'est un temps qui met l'emphase sur la créativité et le flow. On l'a tous déjà vécu quand on fait quelque chose qu'on aime beaucoup, on ne voit pas le temps passer. Et quand on fait quelque chose qu'on déteste, le temps, on dirait qu'il passe tellement longtemps. On regarde notre montre, on regarde l'heure à chaque 2 minutes. Et quand on fait quelque chose qu'on adore, on se dit « Wow, je ne peux pas croire que 3 heures ou 4 heures se sont passées. » Eh bien, c'est ça le temps kairos. Et on veut être dans le temps kairos le plus possible dans notre emploi du temps. Et donc, ça passe beaucoup par regrouper les tâches similaires ou identiques dans la même journée. Selon l'auteur, il y a 3 types de journées. Il y a les journées libres, tout simplement une journée où on est déconnecté entièrement du travail. Et ça, il dit, c'est important de les booker avant toute chose, parce que c'est dans les journées libres où on va avoir nos meilleures idées, où on va pouvoir se recharger nos batteries pour pouvoir vraiment être à notre meilleur. Et lui, il se book ses journées libres d'avance avant toute chose. Tu l'as probablement déjà vécu, tes meilleures idées, c'est sous la douche ou en marchant. C'est rarement en te mettant devant ton ordinateur et dire « Ok, trouve une idée. » C'est pas comme ça que ça marche, c'est quand on est vraiment détendu dans un autre contexte que le travail. La deuxième type, c'est les journées préparation. Donc, se préparer, lui, il donnait l'exemple justement d'un sportif et lui, il va faire des entraînements. Il va entraîner ses muscles au gym, il va s'entraîner si c'est du basket à faire ses lancers et devenir de plus en plus précis. Et évidemment, il y a les journées focus. Donc, c'est vraiment les journées où on va travailler ce qu'on appelle le deep work. J'ai fait un résumé aussi sur le livre Deep Work. On va faire du deep work avec un énorme focus et on va être à notre meilleur. Et donc, on va regrouper les tâches selon ces types de journées-là. Et donc, l'auteur, il dit, choisis un nombre de journées libres qui te fait presque peur. Tu te dis, je peux pas avoir autant de journées libres. J'ai tellement à faire dans mon business. J'ai tellement de choses à faire. Et justement, si tu identifies le 80% de trucs qui te ramènent seulement 20% des résultats, tu peux en éliminer beaucoup et remplacer ça par des journées libres et tu pourrais être surpris d'avoir une idée de vidéo, une idée de formation, une idée de business qui va tout changer que tu n'aurais pas eu si tu avais tes journées libres-là. Donc, pour l'auteur, lui, c'était 150 jours libres par année. Je pense que les week-ends ne comptent même pas là-dedans. Donc, il y a énormément de jours libres et il t'encourage à le faire aussi. Une autre analogie que j'ai bien aimée, une autre façon de voir un peu la même chose, c'est qu'il faut adopter l'horaire d'un créateur plutôt que de l'horaire d'un manager. Donc, le manager, lui, il a un horaire rempli de blocs de 30 à 60 minutes dans son horaire. Chaque petit bloc de 30 minutes ou 60 minutes doit être booké pour des meetings, pour rencontrer un client, pour faire telle tâche, pour regarder ses mails, et etc. Et son temps est segmenté à superviser plein de tâches et à faire plein de tâches différentes. Le créateur, lui, son temps devrait être divisé en blocs de demi-journée ou de journée complète. Un bloc de 4 heures et plus au minimum pour faire du deep work sur la même tâche. Et c'est là où on va faire le plus de progrès. C'est quand on fait la même tâche pendant beaucoup de temps, sans distraction, parce que quand on change toujours de tâche aux 30 à 60 minutes, on n'avance pas beaucoup et on n'est pas à notre meilleur. Et on se rend compte que même si on ne pense pas qu'on le fait, on le fait. Disons que ma journée, moi, je veux faire une vidéo comme celle-ci, eh bien, j'ai fait un peu de tout. J'ai
fait du travail administratif, j'ai regardé mes mails, ensuite j'ai fait la préparation, j'ai fait les diapositives de ceci, j'ai lu le livre sur mes temps libres, sur ma journée libre, et ensuite je suis dans la performance, je suis en train de faire la vidéo et je vais l'éditer après, je vais la mettre en ligne. Je fais plein de tâches différentes et donc je suis peut-être pas à mon meilleur en le faisant comme ça. Et donc je devrais peut-être me faire une journée préparation où je vais faire les diapositives de tout ce que j'ai besoin, faire les miniatures, faire les titres, même éditer mes vidéos dans une journée différente et puis prendre une journée pour faire des vidéos back à back à back pour être à mon meilleur, pour être en mode performance, pour être dans le flow, que ça aille plus vite parce que de toute façon, toutes mes caméras, mon éclairage, tout ça est déjà placé, donc je perds beaucoup moins de temps. Et donc, c'est à toi de réfléchir comment est-ce que je pourrais changer ma perception du temps et de mon horaire pour pouvoir accomplir plus parce que si tu veux faire du 10x, du 10x, du 10 fois plus, il faut absolument que tu gères mieux ton temps. Il met aussi l'importance sur avoir un détachement complet de son business plusieurs jours par semaine. Ça réduit la procrastination. On ne peut pas être à 110% tout le temps pour pouvoir inspirer. Il faut aussi expirer. Et si on est en train d'inspirer tout le temps, métaphoriquement, en travaillant tout le temps, tous les jours de la semaine et même le week-end et tout ça, tu ne peux jamais expirer et finalement, tu n'auras pas une bonne qualité de travail et justement, nous, on va essayer de viser la qualité plutôt que la quantité si on veut faire du 10x. Ensuite, un des derniers chapitres, c'est à propos de créer une compagnie qui s'auto-gère. Si tu as des employés, il est important de prévoir comment tu pourras te retirer graduellement des opérations. On ne peut qu'avoir le plus d'impact dans notre business lorsqu'on travaille dans notre habileté unique. Pour tout le reste, notre équipe devrait pouvoir exister seule, sans besoin de nous, sans avoir besoin de nous contacter tout le temps, même si on est en vacances, tous les jours ou sans nous-mêmes avoir besoin de micromanager nos employés pour leur dire exactement ce qu'ils doivent faire. Ils devraient pouvoir le faire sans qu'on ait besoin d'intervenir. Et pour cette raison, il dit qu'il y a 4 niveaux d'entrepreneurs. Le premier, c'est le solopreneur qui fait tout lui-même. Le deuxième, c'est l'entrepreneur qui recrute une équipe pour l'aider. Le troisième, c'est un leader qui s'est retiré des opérations pour se concentrer sur son habileté unique et faire du 10x. Et le numéro 4, c'est un leader qui permet à tous ses employés de s'épanouir, se renouveler et d'atteindre leur propre niveau 10x. Donc, si le patron fait du 10x et tous ses employés font du 10x, ils montent d'échelon, ils ont encore plus de responsabilités et la compagnie va fleurir et se rendre très, très loin en le faisant de cette façon-là. Évidemment, ça vient qu'à poser la question, est-ce que 10x, c'est pour moi? Parce que moi, j'ai pas nécessairement envie d'avoir une énorme compagnie et de gérer des employés et d'engager des gens et de ne plus faire certaines tâches que je faisais avant que j'aimais. Et la réponse, c'est que 10x, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il est totalement correct de vouloir rester dans le 2x. Nous ne sommes pas tous faits pour bâtir de grosses équipes, bâtir des empires ou pour changer entièrement le monde. Personnellement, moi, je préfère rester solopreneur, faire mes petits trucs tranquilles chez moi, ne pas avoir à payer un salaire à plein d'employés et changer les choses. Ça me convient. Mais même si on ne vise pas nécessairement le 10x, ce concept nous donne le droit de se réinventer, le droit de vouloir viser des objectifs qui ont l'air totalement idiots pour d'autres personnes tellement ils sont élevés et ne pas avoir à le justifier. Le droit de viser plus haut, même si on ne l'atteint pas, on va atteindre des résultats beaucoup plus élevés. Et le droit de se concentrer sur la qualité au lieu de la quantité, de ne pas jouer le jeu des réseaux sociaux où il faut poster des TikTok à tous les jours, faire le plus de contenu, vraiment faire plus que sa compétition. On peut ne pas jouer ce jeu-là et ça fait du bien. Évidemment, j'ai quelques critiques à propos du livre. C'est rare que je fais une critique à la fin, mais ce livre-là nous montre pourquoi 10x est plus facile, mais pas vraiment comment. Il n'y a pas vraiment d'exemple très concret sur comment on peut s'y prendre, mais au moins, ça nous fait réfléchir sur le concept de 10x. Réfléchir à, premièrement, est-ce qu'on le veut ou non, et ensuite, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour s'y rendre. Merci énormément
content d'avoir écouté. Comme d'habitude, si tu veux créer un business en ligne, je suis la meilleure personne placée pour t'aider. Je le fais depuis plusieurs années. J'ai créé un business en ligne pour enseigner ma passion sur la guitare. Je gagne plus de 100 000 par année en le faisant et je veux t'aider toi aussi à changer ta vie, à gagner de la liberté, à pouvoir travailler de chez toi en enseignant ce qui te passionne. Et si tu veux apprendre comment faire, tu peux aller chercher mon guide gratuit. C'est le premier lien dans la description. Et si tu aimes beaucoup les livres business, développement personnel, finance et autres comme ceux-ci, j'en fais beaucoup de résumés sur ma chaîne. Donc, tu peux tout simplement t'abonner pour ne pas manquer les nouveaux. Et j'ai aussi un autre résumé de livre qui vient d'apparaître à l'écran sur lequel tu peux cliquer pour aller en regarder plus. Merci beaucoup et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.